Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur, alors que d'autres, juste à côté, ressemblent à des fours? La différence n'a souvent rien à voir avec la climatisation. Elle n'a rien à voir non plus avec des batteries hors de prix installées pour alimenter des climatiseurs qui tournent jour et nuit. La réponse tient dans un principe physique vieux de plusieurs siècles, que l'on peut appliquer chez soi pour une fraction du prix d'un système de stockage d'énergie. Beaucoup de foyers, en pleine vague de chaleur, envisagent d'investir dans des batteries domestiques pour stocker de l'électricité solaire et faire tourner la climatisation en continu. Le problème, c'est que ces installations coûtent souvent plusieurs milliers d'euros, parfois plus de 10 000, pour un résultat qui reste limité si la maison elle-même laisse entrer la chaleur en permanence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le vrai levier n'est pas de stocker plus d'énergie, mais de réduire le besoin en énergie à la source. Vous allez comprendre comment fonctionne la chaleur dans un bâtiment, quelles erreurs l'aggravent, et comment une combinaison de gestes simples, réalisables pour environ 150 €, peut faire chuter la température intérieure de plusieurs degrés. Restez jusqu'à la fin, car la dernière astuce est celle qui a le plus d'impact et la moins connue. La chaleur entre dans un logement par 3 voies principales: le rayonnement solaire à travers les vitrages, la conduction à travers les murs et la toiture, et l'air chaud extérieur qui s'infiltre par les ouvertures. Le rayonnement solaire est souvent le plus sous-estimé. Une fenêtre exposée plein sud ou plein ouest peut apporter à elle seule l'équivalent d'un petit radiateur allumé en continu pendant les heures chaudes. La conduction, elle, dépend de l'isolation des murs et du toit. Plus les matériaux sont fins ou mal isolés, plus la chaleur traverse rapidement. Enfin, l'air chaud qui entre par une porte mal jointe ou une fenêtre ouverte au mauvais moment ajoute une charge supplémentaire. Comprendre ces 3 mécanismes est essentiel, car chaque solution que nous allons voir cible l'un d'entre eux. Sans cette base, on installe des équipements coûteux sans traiter la cause réelle du problème. Face à la chaleur, le réflexe naturel est d'augmenter la puissance de refroidissement. Plus de climatisation, plus de ventilateurs, et pour certains, plus de batteries pour tenir la charge électrique. Cette approche fonctionne, mais elle traite le symptôme, pas la cause. C'est un peu comme essayer de remplir une baignoire dont le bouchon fuit en ouvrant le robinet plus fort. On peut y arriver, mais on gaspille énormément d'eau. Réduire les fuites thermiques, c'est fermer le bouchon avant d'ouvrir le robinet. Le résultat est un logement qui a besoin de beaucoup moins d'énergie pour rester frais, ce qui rend inutile l'investissement dans un système de stockage massif. Cette logique fonctionne différemment selon le climat. En climat sec, avec de fortes amplitudes jour-nuit, elle est particulièrement efficace. En climat humide, où les nuits restent chaudes, certaines techniques doivent être adaptées, comme nous le verrons plus loin. L'inertie thermique désigne la capacité d'un matériau à stocker la chaleur, puis à la restituer lentement. Une maison en pierre épaisse ou en béton reste fraîche le jour parce que ses murs absorbent la chaleur sans la transmettre immédiatement à l'intérieur. La nuit, si l'air extérieur est plus frais, cette chaleur accumulée peut être évacuée. C'est le principe derrière les maisons traditionnelles en pierre du bassin méditerranéen ou en terre crue dans les zones désertiques. Les murs épais jouent le rôle d'un tampon thermique naturel. L'avantage est réel, mais il a une condition. Il faut un écart de température suffisant entre le jour et la nuit pour que le mur puisse respirer thermiquement. Sans cet écart, l'inertie seule ne suffit pas. C'est pourquoi elle doit être combinée à d'autres stratégies, notamment la ventilation nocturne, que nous allons détailler. Voici l'un des principes les plus puissants, et pourtant l'un des moins utilisés. Il s'agit d'ouvrir les fenêtres la nuit, quand l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur, pour créer un flux d'air qui évacue la chaleur accumulée dans les murs, les meubles et le sol pendant la journée. Le mécanisme est simple. Pendant la journée, on garde la maison fermée et les volets tirés pour empêcher la chaleur d'entrer. Dès que la température extérieure descend sous la température intérieure, généralement en fin de soirée ou en pleine nuit, on ouvre les fenêtres de manière à créer un courant d'air traversant, d'un côté à l'autre du logement. Pour que ce courant fonctionne bien, il faut 2 ouvertures situées à des hauteurs ou des façades différentes. L'air frais entre par un côté, pousse l'air chaud vers l'autre, et la maison se recharge en fraîcheur avant le lever du soleil. Cette technique dépend fortement du climat. Elle est très efficace dans les régions à forte amplitude thermique jour-nuit, comme certaines zones méditerranéennes ou continentales. Elle est beaucoup moins utile dans les climats tropicaux humides, où la température ne baisse presque pas la nuit. Pour amplifier la ventilation nocturne, on peut s'appuyer sur l'effet de cheminée, un phénomène physique où l'air chaud, plus léger, monte naturellement et s'échappe par une ouverture haute, pendant que l'air frais est aspiré par une ouverture basse. Concrètement, si votre logement a une fenêtre en hauteur, comme un vasistas ou un escalier menant à un étage, ouvrir simultanément une fenêtre basse et une ouverture haute crée un tirage naturel.
L'air circule sans qu'aucun ventilateur ne soit nécessaire. Cet effet est plus marqué dans les maisons à étages que dans les logements de plein pied, où la différence de hauteur est trop faible pour générer un tirage significatif. Dans ce cas, un simple ventilateur placé stratégiquement peut reproduire artificiellement cet effet. Un vitrage non protégé, même avec un double vitrage performant, laisse passer une grande partie du rayonnement solaire. La solution la plus efficace n'est pas d'isoler la fenêtre de l'intérieur, mais de bloquer le soleil avant qu'il n'atteigne le verre. Un simple volet fermé, une toile tendue à l'extérieur ou une claustra végétale devant une fenêtre exposée peuvent réduire considérablement l'apport de chaleur. La règle de physique est simple. Une fois que le rayonnement solaire a traversé le vitrage et frappé un mur ou un meuble intérieur, une partie de cette énergie est piégée à l'intérieur sous forme de chaleur. Bloquer le rayonnement avant qu'il n'entre est toujours plus efficace que d'essayer de l'évacuer après coup. C'est ici qu'intervient l'un des éléments les moins coûteux, mais les plus efficaces de notre astuce à 150 €. Des films réfléchissants ou des toiles d'ombrage installées sur les fenêtres les plus exposées. Avant même de parler de ventilation ou d'ombrage, il faut vérifier que la maison ne laisse pas passer l'air chaud par des fissures, des joints usés ou des portes mal calfeutrées. Un simple joint de porte défectueux peut laisser entrer une quantité surprenante d'air chaud pendant la journée. L'étanchéité à l'air est un principe fondamental en efficacité énergétique. Elle ne coûte presque rien à corriger. Des joints en mousse ou en silicone, un boudin de porte ou un simple ruban adhésif spécifique suffisent souvent à limiter les infiltrations. Cette étape est particulièrement importante dans les logements anciens, où les fenêtres et les portes ont pu se déformer avec le temps. Dans les constructions récentes et bien isolées, le gain sera plus modeste, mais jamais nul. Revenons à l'idée de départ. Investir dans des batteries pour stocker de l'électricité et alimenter une climatisation qui tourne en continu peut sembler être une solution moderne. Mais cela revient à traiter la conséquence, pas la cause. Si une maison perd sa fraîcheur en quelques heures à cause d'une mauvaise isolation, d'un manque d'ombrage et d'une absence de ventilation nocturne, la climatisation devra travailler beaucoup plus fort et donc consommer beaucoup plus d'énergie. Un système de batterie devient alors une rustine coûteuse sur un problème structurel. A l'inverse, une maison qui limite naturellement les apports de chaleur aura besoin de beaucoup moins de climatisation, voire pourra s'en passer une grande partie de l'année selon le climat. Le besoin en stockage d'énergie diminue alors mécaniquement, ce qui rend un investissement de plusieurs milliers d'euros beaucoup moins justifié. Il ne s'agit pas de dire que les batteries sont inutiles dans tous les contextes, notamment pour d'autres usages électriques, mais pour le seul objectif de garder une maison fraîche, elles ne sont clairement pas la première dépense à envisager. Un dernier facteur physique mérite d'être mentionné, la couleur des surfaces exposées au soleil. Les surfaces telles en face sombre absorbent davantage de rayonnement et se réchauffent plus vite que les surfaces claires qui réfléchissent une partie de la lumière. Une toiture ou une façade de couleur claire peut contribuer à réduire l'accumulation de chaleur, particulièrement dans les climats très ensoleillés. Ce facteur est cependant secondaire par rapport à l'isolation et à la ventilation, et son efficacité dépend aussi de l'orientation du bâtiment et du type de matériaux utilisés. Ce n'est pas toujours une option accessible à court terme, surtout en location, mais il est utile de le garder en tête pour des projets de rénovation à plus long terme. Voici comment ces principes se combinent concrètement pour un budget maîtrisé. Premièrement, l'étanchéité. Des joints de portes et de fenêtres, comptez entre 15 et 30 € pour une maison entière. Deuxièmement, l'ombrage extérieur sur les fenêtres les plus exposées, à l'est et à l'ouest en priorité. Une toile d'ombrage ou un film réfléchissant extérieur coûte généralement entre 40 et 80 € selon la surface à couvrir. Troisièmement, 1 ou 2 ventilateurs de fenêtres ou ventilateurs sur pied, utilisés uniquement la nuit pour organiser la ventilation traversante et amplifier l'effet de cheminée. Comptez entre 30 et 50 € pour un modèle basique mais efficace. Le tout reste sous la barre des 150 €, contre plusieurs milliers, pour un système de batterie dédié à la climatisation. Et surtout, cette approche réduit durablement le besoin énergétique, alors qu'un système de stockage ne fait que déplacer le problème dans le temps. Il est important de préciser que les résultats varient selon le climat, l'orientation du logement, la qualité de la construction existante et la présence ou non d'une amplitude thermique jour-nuit suffisante. Dans une région où les nuits restent très chaudes toute l'année, la ventilation nocturne sera moins efficace et l'accent devra être mis davantage sur l'ombrage et l'isolation. Aucune de ces techniques n'est une solution miracle. Dans les régions à climat tropical humide, où l'humidité reste élevée jour et nuit, la ventilation nocturne apporte un confort limité, car l'air, même plus frais, reste chargé en humidité et évacue mal la chaleur corporelle. De même, dans les logements très mal isolés ou exposés en permanence au soleil sans possibilité d'ombrage extérieur, ces gestes réduiront la température ressentie.
mais ne remplaceront pas totalement une climatisation dans les périodes de canicule extrême. L'objectif réaliste est de réduire la dépendance à la climatisation et sa consommation, pas de l'éliminer dans tous les cas de figure. Il faut aussi tenir compte de la sécurité lors de l'ouverture nocturne des fenêtres, notamment au rez-de-chaussée. Des moustiquaires et des systèmes d'entrebâillement sécurisés permettent de concilier ventilation et tranquillité. Avant d'investir dans quoi que ce soit, il est utile d'observer sa propre maison. Un thermomètre simple, placé dans différentes pièces à différents moments de la journée, permet de repérer les zones qui chauffent le plus et à quelle heure. Cette observation permet d'identifier les fenêtres à traiter en priorité pour l'ombrage, les pièces où la ventilation traversante est possible, et les moments où l'air extérieur devient réellement plus frais que l'air intérieur. Cette approche méthodique évite de dépenser de l'argent sur des solutions qui ne correspondent pas à la configuration réelle du logement. La chaleur qui s'installe dans une maison n'est pas une fatalité liée uniquement au climat extérieur. Elle dépend surtout de la façon dont le bâtiment gère le rayonnement solaire, l'isolation et la circulation de l'air. Plutôt que d'investir plusieurs milliers d'euros dans des batteries pour alimenter une climatisation qui compense un problème structurel, il est souvent plus judicieux et plus économique de réduire d'abord les apports de chaleur. En combinant une meilleure étanchéité, un ombrage extérieur bien placé et une ventilation nocturne organisée, on peut significativement réduire la température intérieure et la consommation énergétique pour un budget d'environ 150 euros. Ces résultats varient selon le climat, l'orientation et la construction de chaque logement, mais le principe reste valable partout. Mieux vaut empêcher la chaleur d'entrer que de dépenser une fortune pour l'évacuer après coup. Essayez ces méthodes progressivement, en observant les résultats dans votre propre logement, et adaptez-les à votre situation. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes, afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.